présenter Archytas de Tarente, un pythagoricien du 5e siècle, qui est le premier à remettre en question l'idée d'une limite matérielle au monde. Il fait l'expérience de pensée suivante, il dit « Imaginons que je sois à la limite, que je me positionne à la limite de la sphère des étoiles fixes, est-ce que je peux ou non tendre un bâton ou la main au-delà ?» C'est absurde de penser que je ne le puis pas. Et si je peux le faire, eh bien je peux le faire encore et encore et encore. Et s'il y a toujours un nouvel espace vers lequel tendre la main ou le bâton, ça implique clairement une extension sans limite. Il explicite donc ainsi le concept d'infini à partir d'une réflexion sur les limites. Et par la même occasion, il donne une magnifique définition du travail de chercheur qui revient exactement à se positionner aux limites et à tendre un bâton au-delà. La recherche, ça consiste à repousser les limites de la connaissance et pour ce faire, dépasser les limites conceptuelles et technologiques. Alors pour ma part, je travaille à la limite de l'infiniment petit en physique des particules. Dans ce domaine de recherche fondamentale, on peut dépasser les limites de plusieurs façons. Ça peut être franchir un obstacle. Par exemple, c'est souvent le cas en physique expérimentale, ça peut être franchir un verrou technologique. Mais ça peut être aussi regarder les choses sous un angle légèrement différent. Et là, c'est souvent le cas en physique théorique. Alors, je vais illustrer ces avancées avec un exemple, celui de la recherche de la particule qu'on appelle boson de Higgs, qui a été découverte au Grand Collisionneur de Hadron, le LHC, en 2012. Le contexte est le suivant. La physique des particules, c'est-à-dire l'étude de l'univers au niveau de ses constituants élémentaires, est une discipline assez jeune, elle a une centaine d'années, et elle s'est construite par aller-retour entre les développements théoriques et les développements expérimentaux. Elle repose aujourd'hui sur un modèle, le modèle standard de la physique des particules, qui décrit en une seule et magnifique équation tout le contenu et la dynamique de l'univers au niveau des constituants élémentaires. Alors d'un point de vue théorique, cette équation est impeccable. Elle répond à tous les principes premiers de la physique, y compris les symétries fondamentales de l'univers. Et d'un point de vue expérimental, elle est validée. Ça veut dire que toutes les valeurs de paramètres que l'on peut calculer à partir de cette équation correspondent, et avec, croyez-moi, une précision redoutable, aux observations expérimentales. Alors pour bien comprendre le lien entre expérience et théorie, il faut bien saisir que chaque terme de cette équation correspond soit à une particule, la propagation d'une particule, soit à l'interaction de particules entre elles. Il y a trois catégories de particules dans le modèle standard de la physique des particules. Il y a d'abord les particules de matière, qu'on appelle aussi les fermions, que vous voyez ici dans ce tableau. Alors il y a le plus connu, l'électron, tout en bas, mais ses cousins aussi, le muon et le tauron, puis il y a les trois neutrinos et les 6 quarks, dont le U et le D, qui constituent majoritairement le proton et le neutron. Donc il y a 12 constituants élémentaires de matière. Ces particules interagissent entre elles en échangeant un autre type de particules, qu'on appelle celles-ci les bosons vecteurs, et qui correspondent aux interactions fondamentales. Alors il y a le photon, dont on a parlé tout à l'heure, pour l'interaction électromagnétique, et de matière similaire, il y a les gluons pour l'interaction forte, qui elle est responsable de la cohésion nucléaire, et puis les W et les Z pour l'interaction faible, qui elle est responsable par exemple de la désintégration nucléaire bêta. Et puis, tout seul dans sa catégorie, le boson de Higgs est un boson scalaire, celui-ci. Alors ce modèle, comme je l'ai dit, il a beaucoup évolué au cours du temps, et au début des années 60, il était impeccable, très satisfaisant parce que extraordinairement prédictif. Avec un léger problème, c'est que l'équation, pour respecter les symétries fondamentales de l'univers, imposait que les masses des particules soient strictement nulles. Or ça, c'est contredit par l'expérience, en particulier par les bosons W et Z, qui s'avèrent très massifs. Il a fallu le génie de trois messieurs Englert, Higgs et Brute, et de bien d'autres encore, pour franchir cet obstacle théorique en regardant les choses sous un angle nouveau. Ils ont proposé ce qu'on appelle une brisure de symétrie douce ou spontanée. Alors il suffit pour ça de rajouter dans l'équation un potentiel que je vous présente ici et qui, pour des raisons évidentes, est appelé potentiel en chapeau mexicain. Ce potentiel est bien sûr symétrique de rotation autour de son axe vertical qui passe par son centre. S'il y a une particule dans ce potentiel à cet endroit-là, la physique qui est décrite a toujours la même symétrie. Sauf que ça, c'est un état métastable, parce que la nature préfère les états de plus basse énergie. Donc la particule va tomber dans le potentiel, par exemple, à cet endroit-là. Là, apparemment, la physique qui est décrite a perdu sa symétrie, parce que la particule, elle a choisi un endroit particulier du fond de la cuvette. Mais l'équation, en revanche, elle a toujours gardé sa symétrie. Et en gros, c'est ça ce qu'on appelle une brisure de symétrie douce ou spontanée.
c'est garder symétriques les équations sous-jacentes de la physique, mais permettre aux états physiques de briser ces symétries, de ne pas respecter les symétries fondamentales de l'univers. Et c'est grâce à ce type de mécanisme que les théoriciens ont pu prendre en compte dans l'équation les masses des particules, tout en respectant les symétries fondamentales de l'univers. Alors, pour pouvoir valider la nouvelle théorie avec vrai boson de Higgs dedans, il fallait évidemment observer celui-ci. La plupart des particules élémentaires sont instables. Ça veut dire que sitôt créées, sitôt désintégrées, ont d'autres particules. Et alors là, quand je dis sitôt, je ne blague pas. Dans le cas du boson de Higgs, c'est de l'ordre de 10-23 secondes, c'est-à-dire, si je ne me bourre pas et en l'écrivant pour vous, 0,100 1000 milliards de zéros, une seconde. Donc pour observer et étudier ces particules instables, eh bien on les produit pour les regarder se désintégrer. C'est ce qu'on fait lors de collisions de particules, mais de protons en particulier au LHC, au grand collisionneur de l'Hadron, en vertu de la célèbre formule d'Einstein E égale mc2, avec E pour l'énergie égale m pour la masse, c2 la vitesse de la lumière au carré. On peut, à partir de l'énergie de masse et de l'énergie cinétique des particules qui entrent en collision, créer de la masse et donc de nouvelles particules. Et évidemment, plus on accélère les particules qui vont entrer en collision, plus on a d'énergie disponible pour créer des particules massives. Et quand la théorie ne prédit pas la masse de la particule qu'on recherche, comme c'est le cas pour le boson de Higgs, et bien pour maximiser les chances de l'observer, on produit des collisions à la plus haute énergie possible. Ça, c'est une chose. Mais d'autre part, on l'a déjà vu un peu plus tôt dans la soirée, la mécanique quantique est gouvernée par des probabilités. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans une collision LHC, je ne sais pas à l'avance quelle particule va être produite. En revanche, je sais calculer avec quelle probabilité ou quelle fréquence telle ou telle particule va être produite. Et un boson de Higgs est malheureusement produit en moyenne tous les 10 milliards de collisions. Donc en plus de la haute énergie, j'ai besoin de produire beaucoup de collisions et souvent. Donc, haute énergie et haut taux de collision, c'est le cahier des charges que doit respecter le LHC pour permettre l'observation du boson de Higgs. Ça en fait la machine de tous les superlatifs. Et je vais vous en faire la liste. Alors, on est à 100 mètres sous terre, sous la frontière franco-suisse que vous voyez ici, ou vous ne voyez pas d'ailleurs, en pointillé blanc, croyez-moi, c'est la frontière franco-suisse. Au CERN, près de Genève. Des protons circulent dans des anneaux de 27 km de circonférence. Ils voyagent à la vitesse de 99,999991, je suis obligée de compter sur mes doigts, % de la vitesse de la lumière. Des vitesses presque la vitesse de la lumière. Dans le sens horaire pour les uns et dans le sens contraire pour les autres. Pour fixer les idées, ça correspond à 1 milliard de km/h. Donc en gros, pour parcourir les 27 km de l'anneau, les protons ont besoin d'un 10 millième de seconde, à peine. Alors ces protons, pour qu'ils ne heurtent aucune particule au cours de leur trajectoire, on fait régner dans les tubes dans lesquels ils circulent un ultra-vide. La pression est de 10-13 atmosphères, c'est-à-dire plus faible que sur la Lune. Et cette pression, cet ultra-vide, règne dans les 27 km de l'anneau. En quelques points de l'anneau, on détourne légèrement les trajectoires des protons de leur trajectoire quasi-circulaire pour les faire entrer en collision. Ça génère, dans des volumes extraordinairement petits, des énergies colossales. 13 téraélectronvolts dernièrement. J'ai bien conscience que vous ne maîtrisez pas tous les téraélectronvolts, donc pour fixer les idées, 1 téraélectronvolt correspond à l'époustouflante énergie d'un moustique en plein vol. Et là, je vois que tout d'un coup, je vous ai perdu avec les superlatifs. Oui, mais au LHC, ces énergies sont concentrées dans des volumes 1000 milliards de fois plus petits que le volume d'un moustique. Alors, les protons ne circulent pas individuellement, mais en paquets. Et comme on veut beaucoup de collisions, on fait circuler dans le LHC des milliers de paquets. Et chacun de ces milliers de paquets contient plus de 150 milliards de protons. Pareil, pour fixer les idées, 150 milliards, c'est à peu près le nombre d'étoiles qu'il y a dans notre galaxie, la Voie lactée. Et pour avoir beaucoup de collisions, on fait se croiser ces paquets tous les 25 milliardièmes de seconde. Alors ces paquets ont beau être denses, en fait ils sont pleins de vide, parce que les protons c'est tout petit, ça fait 10-15 mètres en gros d'extension. Donc quand deux paquets se croisent et s'interpénètrent, j'ai fait une bêtise, quand deux paquets se croisent et s'interpénètrent, en fait seuls quelques protons entrent en collision avec des protons qui arrivent en sens opposé. Donc pour augmenter
augmenter les chances que ces collisions arrivent, juste avant les points de collision, on squeeze les paquets de protons. On diminue leur dimension transverse qui atteignent alors quelque chose de l'ordre de 1/4 de cheveu humain, c'est-à-dire de l'ordre de 15 micromètres. Et ça permet qu'à chaque croisement de paquets de protons, il y ait des dizaines de collisions proton-proton simultanées. Voilà comment on fait pour avoir beaucoup de collisions. Alors maintenant, en ce qui concerne l'énergie, pour maîtriser la trajectoire des milliers de paquets de protons dans le LHC contient environ plus de, 9300 aimants qui sont de toutes sortes. Les plus impressionnants sont les 1232 dipôles. Ils servent à tout courber la trajectoire des protons quand elles sont quasi circulaires. Alors ces dipôles, ils font chacun 14 mètres de long et ils pèsent chacun 35 tonnes. Ils sont en gros principalement constitués d'un bobinage de filaments supraconducteurs. C'est du nobium-titane. Et ces filaments, qui font 7 micromètres de diamètre, c'est tout petit, sont torsadés entre eux pour faire des câbles. On peut faire un calcul, et il y a 7600 km de câbles dans le LHC. En termes de filaments, ça fait plus que 5 allers-retours Terre-Soleil en longueur de filaments supraconducteurs. Et bien sûr, pour que ces câbles soient dans leur régime supraconducteur, on fait régner un froid intense, 1,9 degrés Kelvin, ça correspond à la louche à moins 271 degrés Celsius, et cette température concerne 40 000 tonnes de matériel. Voilà pour les prouesses du LHC et comment on obtient beaucoup de collisions, souvent et à haute énergie. Alors lors des collisions, des particules instables sont créées qui se désintègrent, ont d'autres particules qu'on va traquer, identifier et mesurer pour pouvoir remonter à ce qui s'est passé lors de la collision. Alors pour détecter des particules qui sont si petites qu'en fait les physiciens les considèrent sans dimension, on utilise le principe suivant. Si on ne peut pas voir les particules, on peut voir les traces qu'elles laissent sur leur passage en interagissant avec la matière. De la même façon que on ne peut pas observer l'homme invisible par définition, en revanche, on pourra observer son passage, par exemple, sur le sable mouillé d'une plage. Donc autour de chaque point de collision du LHC est installé un gigantesque détecteur. Vous avez Atlas d'un côté de l'anneau et CMS de l'autre. Ces détecteurs sont en quelque sorte des caméras de 90 millions de pixels qui enregistrent ce qui se passe lors des collisions. Et ce sont elles aussi des instruments de l'extrême. D'abord parce qu'elles sont synchronisées avec le LHC, ça veut dire qu'elles prennent une photo tous les 25 milliardièmes de seconde, rien que ça. Mais ensuite, elles sont très complexes parce qu'elles sont constituées de différents sous-détecteurs qui donnent des informations multiples sur les particules qui sont détectées. Donc Atlas et CMS sont comme des monstres de technologie tapis à 100 mètres sous terre dans leur caverne. Atlas est un géant. Il est grand comme un immeuble de 10 étages qu'on aurait couché sur le flanc, avec ses 46 mètres de long et 25 mètres de diamètre. Mais il est assez léger, il ne pèse que 7000 tonnes, alors que CMS, dont le C veut dire compact, est presque 2 fois plus petit, mais il pèse 12 500 tonnes. Et alors les superlatifs ne s'arrêtent pas là, ils concernent par exemple aussi les moyens humains. Il faut que des milliers de physiciens, étudiants, ingénieurs et techniciens travaillent ensemble. Ils viennent de dizaines de pays différents, et tout ça pour faire fonctionner chacune des deux expériences. Les échelles de temps aussi sont un peu particulières. Il a fallu 30 ans pour concevoir, imaginer, fabriquer le LHC et les détecteurs, et ils vont être exploités pendant encore des dizaines d'années. Et puis pour terminer, je parlerai du traitement des données, qui est complètement pharaonique lui aussi, quand on sait que depuis 2009, le démarrage du LHC, le collisionneur a fourni des, si je ne me trompe pas, centaines de millions, de milliards de collisions à étudier. Alors bien sûr, la recherche, ça consiste à toujours dépasser les limites. Donc pendant qu'on est en train d'en franchir une, on réfléchit déjà à la façon dont on va franchir les suivantes. Pour la physique, on a vu qu'avec l'observation du boson de Higgs, le modèle standard est complet et cohérent. Donc, pour la physique, dépasser les limites, ça va être regarder ce qui se passe au-delà du modèle standard. On sait que tout l'univers n'est pas décrit par le modèle standard. Par exemple, on ne sait pas de quoi est faite la fameuse matière noire. Et pour pouvoir faire ces futures recherches, la technologie aussi se projette dans le futur. Alors en ce qui concerne le LHC, tel qu'il est, on ne peut plus augmenter son énergie. En revanche, on peut augmenter les taux de collision, par exemple en mettant plus de protons dans chaque paquet, ou en densifiant, en squeezant des paquets davantage. Ça, c'est le projet HL-LHC, qui va prendre la suite du LHC aux alentours de 2026. Et avec ce projet-là, à chaque croisement de paquets de protons, on devrait observer plusieurs centaines de collisions proton-proton simultanées, contre quelques dizaines aujourd'hui. Et puis, pour le futur, on est déjà en train d'imaginer un nouveau collisionneur, pourquoi pas,
une petite bête de 100 km de circonférence, cette fois, toujours au même endroit, au CERN près de Genève. Et c'est pour moi un des traits les plus sympathiques de nous autres êtres humains, c'est qu'il n'y a de limite ni à notre soif de connaissance, ni à notre curiosité, et encore moins à notre imagination. Je vous remercie.